Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est la fin de l'année, ça y est, et donc aujourd'hui, top 5 films 2019. Alors je tiens à préciser évidemment comme d'habitude que ce top ne reflète évidemment que mon avis, ça n'a pas valeur de vérité universelle, et donc aussi dans les commentaires vous me direz quel est votre top 5 de l'année, à vous aussi n'hésitez pas à me le dire. Alors cette année il y a eu pas mal de bons films, je ne dirais pas que c'est une année cinéma encore qui m'a totalement séduit, vraiment je trouve qu'il y a encore beaucoup de lacunes, je trouve qu'il y a encore trop de films qui sont pas très bons. Alors, j'ai pas pu tous les voir non plus, donc je ne pourrais pas par exemple parler des Misérables, que je n'ai pas pu voir, mais j'ai vu d'autres films, certains que j'ai trouvé bien, moyens, d'autres vraiment excellents. Je ne trouve pas que ce soit encore une année cinéma extraordinaire, mais je trouve quand même que ça s'améliore, ça se réaméliore en fait d'année en année. Alors, en 5e position, j'ai envie de mettre Midsommar. Ouais, Midsommar, que j'ai bien aimé. Ce n'est pas mon film préféré de l'année, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai trouvé qu'il avait suffisamment de qualité pour le mettre dans un top, pour finalement le considérer comme ce que j'ai vu de mieux cette année. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans ce film, notamment, et je ne vais pas spoiler, donc vous êtes tranquilles pour ceux qui l'ont pas vu, il y a des choses que je trouve un petit peu ridicules dans ce film, notamment sur certaines motivations de personnages en milieu de film. Voilà, j'en dirai pas plus, pour ceux qui l'ont vu, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est un film extrêmement audacieux parce que finalement, on est face quasiment à un film d'horreur, mais sans que ce soit un film d'horreur. Bon, voilà, en gros, ce qu'on peut dire un petit peu sur Midsommar. Ça parle évidemment des sexes, ça parle d'énormément de choses sur cette question-là, et c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien mené, les acteurs jouent extrêmement bien. Et puis surtout, ce que je vais retenir de Midsommar, c'est cette mise en scène. Cette mise en scène qui, pour moi, m'a vraiment cloué sur place. C'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui petit à petit arrive à te faire accepter en fait cette espèce de sexe, cet état dans lequel sont plongés les personnages, et toi-même tu as vraiment l'impression d'y être, quoi. Il y a un sentiment d'immersion que j'ai rarement senti cette année, en tout cas dans un film, et je pense que c'est grâce vraiment à cette mise en scène hyper efficace, qui s'infuse en fait petit à petit. Et c'est vrai que là-dessus, Midsommar, c'est quand même difficilement reprochable sur un point de vue de la forme, de mise en scène. Je dirais qu'il y a peut-être un problème d'écriture sur les personnages. Alors ça, si vous voulez m'en parler, vous pouvez, mais mettez spoiler avant, bien sûr. Là, je décidais de ne pas en parler du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi un tour de force de mise en scène, Midsommar. C'est pas un de mes films préférés parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve un petit peu maladroites. Mais c'est ce genre de film, tu sors, c'est pas que t'es lessivé, enfin si, un petit peu quand même, mais que t'es un peu écœuré. Ça donne vraiment la nausée. Moi, j'ai eu cette sensation à la fin du film, vraiment. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est extrêmement efficace. C'est pas un film que tu vas avoir allez, j'ai envie de me faire un kiff, je vais me faire Midsommar une deuxième fois, quoi. C'est un véritable cauchemar, et en plus, toujours avec cette espèce de lumière blanche, toujours sous le soleil, toujours... C'est quand même, le pari est hyper risqué de faire un film, on va dire, d'horreur, épouvante, thriller, même presque, où il n'y a pas tous les clichés, en fait, tous les codes, on va dire, de ce genre de film. Là, c'est tout le temps en plein jour, etc., etc. Donc, Midsommar, pour moi, ça constitue un véritable tour de force de mise en scène. C'est pas mon film préféré, mais j'ai envie de le mettre dans ce top cette année, ne serait-ce que pour vous donner envie de le voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En 4e position, Bienvenue à Marwen, réalisé par Robert Zemeckis. C'est un film qui est sorti en début d'année. Alors ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. C'est un film qui a fait un four absolu. C'est un film qui a été peut-être un peu mal vendu aussi, c'est vrai. Mais alors, c'est peut-être non pas un de mes films préférés de Robert Zemeckis, mais pas loin. C'est-à-dire que ce n'est pas le film somme peut-être de Robert Zemeckis, mais là, il va utiliser tout son savoir-faire en matière de storytelling, en matière évidemment de technique, puisqu'on plonge dans une petite ville américaine où Steve Carell, qui a subi un traumatisme suite à une agression dans un bar, va se reconstituer un monde à l'aide de poupées. Et il va faire vivre tout ce petit monde, et en fait il va s'évader dans ce monde, quitte à finalement le couper du véritable monde. Mais c'est aussi une personne qui va essayer de s'insérer. Donc là on est purement dans un film à la Zemeckis, dans des thématiques qu'il adore aussi, la tolérance, le côté un petit peu Frank Capra, c'est-à-dire un personnage sur lequel on miserait pas grand-chose et finalement qui va essayer de réaliser de grandes choses à son échelle à lui. Donc là on est vraiment dans du pur Zemeckis. Il y a tout le savoir-faire technique de Zemeckis, c'est très impressionnant. Ce film est vraiment très impressionnant d'un point de vue technique, d'un point de vue d'inventivité de mise en scène. Zemeckis, il est encore là, il a plus rien à prouver, mais dans Bienvenue à Marwen, il prouve encore. C'est-à-dire qu'il nous dit
regardez ce que je sais faire en termes de mise en scène, et on voit rarement ça quand même au cinéma. Et j'avoue que j'ai été totalement séduit par ce Bienvenue à Marwen. La musique d'Alan Silvestri est juste génialissime, Steve Carell est extraordinaire dans son rôle, il joue vraiment très très bien. Et c'est pas forcément un conte totalement naïf. Il y a des scènes qui sont assez choquantes même parfois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous en dirai pas plus. Si vous pouvez vous procurer ce film, Bienvenue à Marwen, je vous le recommande chaudement. C'est un film qui a bidé, je crois que c'est un des pires bids de l'année, quoi, mais vraiment. Peut-être le sujet, peut-être mal vendu, je sais pas. Il y a vraiment un truc qui s'est passé avec ce film, mais moi quand je l'ai vu, vraiment, c'est pas parce que j'aime beaucoup Robert Zemeckis, hein, parce qu'il a pu m'arriver des fois d'aimer des films plus que d'autres, même des fois de ne pas en aimer hein, de lui. Donc je me méfie toujours un petit peu, hein. Mais là, vraiment, j'ai été sous le charme total. Si vous n'avez pas vu Bienvenue à Marwen, regardez-le. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires, bien sûr, hein, ce que vous avez pensé de ce film. Mais vraiment, Bienvenue à Marwen, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est un de mes gros coups de cœur. J'en avais pas fait la critique sur la chaîne. J'en ferai peut-être la critique plus tard. Je ferai un petit retour dessus, parce que là, je peux évidemment pas développer. Mais voilà, Bienvenue à Marwen, 4e position. 3e position, Joker. Ah, j'ai hésité hein, pour le mettre soit en 2e, soit en 1er. Alors finalement, j'étais obligé de le mettre en 3e parce que vous verrez un petit peu les 2 premiers. Ça s'est beaucoup battu, mais je suis obligé de le mettre en 3e. Pour moi, oui, évidemment, Joker, j'en avais parlé sur la chaîne, hein, j'avais même fait 2 vidéos dessus. C'est un des meilleurs films de l'année. Et c'est la preuve aussi qu'avec une licence DC, et en ne prenant pas forcément les gens pour des imbéciles, on peut ramener des millions de spectateurs en salle. Joker l'a prouvé, ça a été un succès phénoménal. Joker, ça a été vraiment le catalyseur des problèmes de nos sociétés actuelles. Voilà, moi j'avais parlé, oui, de films Gilets jaunes et je continue à en parler, même ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis, mais je continuerai à dire que c'est un film Gilets jaunes, bien entendu. Pas forcément du point de vue américain, parce que je ne pense pas qu'à l'époque où ils aient fait Joker, il y avait justement cette crise de Gilets jaunes et tout ce qu'on vit actuellement en France, mais nous, Français, on peut vraiment le ressentir comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je fais juste un constat. Et c'est vrai que ce film va cristalliser tous les problèmes sociaux, j'ai envie de dire même de la planète, puisqu'il n'y a pas qu'en France. Il y a énormément de pays dans le monde où ils ont arboré des masques du Joker et tout ça, lors de manifestations contre les gouvernements. Il y a ça, et il y a aussi la partie maladie mentale, et il y a peut-être aussi une entrée dans l'univers de Batman, mais sans vraiment le faire non plus, ou alors tout en détournant un petit peu les codes, notamment en cassant un petit peu les clichés autour de Thomas Wayne, etc. Donc là, il y a vraiment une volonté de tout renverser. Et honnêtement, ça fait un bien fou de voir ce genre de film. Le trailer donnait envie, le trailer donnait énormément de promesses, le film a tenu ses promesses. Le film est vraiment pour moi encore un des meilleurs films de l'année et je suis content pour le coup de l'avoir vu en salle et qu'il ne soit pas récupéré encore par une plateforme de stream. Non pas que je sois contre les plateformes de stream, hein, bien au contraire. C'est bien qu'on puisse avoir ce genre de film de ce calibre en salle encore. Ça prouve que les producteurs, en tout cas certains producteurs, n'ont pas peur de produire voilà, ce genre d'œuvres subversives. Et franchement, mais ça fait du bien, surtout avec une licence comme DC Comics. Le film a fait un carton, le film mérite son carton. Joaquin Phoenix, rendez-vous aux Oscars, bien sûr. J'espère que ce film va remporter énormément de statuettes. Souhaitons-le pour le film, pour le réalisateur, pour son acteur, bien entendu, et toute l'équipe technique qui va avec. Ils ont fait un boulot fantastique. Robert De Niro aussi est exceptionnel dedans, pourtant il est en second rôle. Bon bref, je ne vais pas redire ce que je pense de Joker. Vous pouvez aller voir la critique sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Joker en 3e position. En 2e position, Parasite. Voilà. En gros, la 2e place s'est jouée entre Joker et Parasite. J'ai privilégié finalement Parasite en 2e position. C'est la grosse claque de l'année. En termes de mise en scène bien sûr, et en termes de comment savoir raconter une histoire. Je crois que le film dure 2 heures. Comment savoir raconter parfaitement, mais alors là j'hésite pas à dire le mot, parfaitement, une histoire bien serrée, bien calibrée en 2 heures de temps, sans temps mort. Voilà, tout simplement. Et cet exemple, c'est Parasite. Voilà. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas citer ce film dans les meilleurs films de l'année, bien entendu. Moi, je l'ai vu un petit peu plus tard qu'à la sortie. J'ai un peu regretté, parce que j'aurais voulu plus peut-être le découvrir en salle, mais je n'ai pas pu. Mais vraiment, en 2e position, on ne peut pas passer à côté de ce film. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je ne vous révélerai rien là-dedans. J'en ai fait la critique sur la chaîne, vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais il y aura du spoiler, attention. Donc ne vous y risquez pas si vous n'avez pas encore vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez voir Parasite.
un chef-d'œuvre de storytelling, un chef-d'œuvre de mise en scène. Les acteurs défoncent, mais alors à tous les niveaux. Je ne pourrais pas en parler mieux de Parasite. Parasite, c'est un film qui a énormément marché, pour le coup, et ça fait plaisir aussi. C'est un peu comme Joker. Alors évidemment, il n'a pas peut-être eu le succès de Joker, mais honnêtement, ce genre de film, Cannois, Palme d'Or, Bong Joon-ho, bon, même si Bong Joon-ho, bien sûr, est un cinéaste qui commence réellement à être vraiment respecté, mais c'est pas, si tu veux, le genre de film, oui, qui va faire des milliards et des milliards au box-office, mais il a fait un très très bon score, notamment aussi en France, et ça, c'est extrêmement rassurant pour le cinéma, pour les cinéphiles aussi, et ça me réjouit de voir qu'un film comme ça est autant plu finalement, mais en même temps, c'est normal, parce que il a tellement de qualité, sur le script, sur les personnages, sur la réalisation, tout, la lumière, le cadrage, c'est un véritable bijou, j'hésiterai pas, oui, à le qualifier presque de chef-d'œuvre de l'année, vraiment, avec celui qui sera en première place, mais honnêtement, hein, ça se bat entre les deux, quoi, c'est vraiment très très proche, quoi, que ce soit en deuxième ou en première position, hein. Il aurait pu se retrouver en première position, Parasite, hein, mais sans problème. Donc, si vous n'avez pas vu, foncez voir Parasite. Pour les autres, dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr, ce que vous avez pensé de ce film. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas. Parasite en deuxième position. Et en première position, bien sûr, The Irishman de Martin Scorsese. Pareil, je ne vais pas en refaire la critique ici, mais vous pouvez aller la voir sur la chaîne, hein, vous avez le lien que je vous mettrai au-dessus. Bon, là, première position, totalement méritée pour moi. On ne peut pas passer à côté de ce film. Alors, j'ai vu un petit peu, ce qui m'a un petit peu attristé dans les commentaires, c'est que beaucoup de gens, c'est un film qui a beaucoup divisé, parce que beaucoup de gens se sont ennuyés, beaucoup de gens ont trouvé ça très long, pas très intéressant, ils n'ont pas reconnu Scorsese, etc., etc. C'est dommage que des gens soient passés à côté. Bon, maintenant, on peut rien faire, c'est comme ça, hein. Moi, c'est comme moi, j'ai détesté Once Upon a Time in Hollywood, on m'a dit que j'étais passé à côté, bon, voilà, ça explique pourquoi il ne sera pas dans ce top. Bon, pourquoi pas, c'est vrai, ça peut arriver de passer à côté d'un film, ça peut arriver aussi de ne pas l'aimer, c'est pas forcément de ne pas passer à côté, mais ça peut être de ne pas trouver assez de qualité pour considérer que c'est un bon film, quoi, voilà. Donc moi, pour moi, oui, c'est le plus grand film de l'année, c'est le film qui m'a mis une véritable claque, je l'attendais, bien sûr. C'est un film, oui, quand on a dit testamentaire de la part de Scorsese, ça pourrait même presque être le dernier film de Scorsese et il s'arrête là, vraiment. C'est un film long, oui, c'est un film très très long, donc c'est vrai que si t'es pas passionné dès le départ par ce qui se passe, ça va être très difficile de tenir 3h30. C'est pas un film qui ressemble aux Affranchis, c'est pas un film qui ressemble à Casino, oui c'est sûr, et c'est ce que d'ailleurs j'ai beaucoup lu hein, dans les gens qui étaient déçus parce qu'ils ne reconnaissaient pas Scorsese, mais je pense que là Scorsese a voulu vraiment marquer la différence, faire un film peut-être qui lui ressemble maintenant à ce moment-là. Voilà, il a un peu plus de 70 ans et il a eu envie de faire ce film-là de cette façon-là, c'est-à-dire de prendre en gros des stars d'antan qu'il a fait tourner dans des films de mafieux super jouissifs, mais finalement de pas brosser les fans de ce genre dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'il a voulu, oui, prendre ses calibres, mais en faire autre chose, en faire un film qui lui correspond. Voilà, le film du moment, son truc à lui, oui, peut-être son testament. Et c'est pour moi un film extrêmement important, évidemment, c'est un film brillamment écrit. Steven Zilian, hein, celui qui avait écrit La Liste de Schindler, enfin qui avait adapté en tout cas en scénario La Liste de Schindler, et on voit que c'est extrêmement bien écrit, bien sûr. Bon, je ne vais pas reparler des acteurs, hein, absolument fabuleux. On a critiqué évidemment le processus de rajeunissement, ça a fait tout un truc. Moi, honnêtement, je vais vous dire, hein, même pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez quand même regarder ce film parce que même si oui, sur certains plans de De Niro, des fois, ça peut un petit peu interpeller, notamment au début, on se dit bon ok, ça se voit que là il a été rajeuni numériquement. Après, on oublie complètement parce que De Niro, le jeu de De Niro, si tu veux, est tellement fort, il est tellement d'une puissance absolue, là il revient vraiment au premier plan, hein. Il est tellement fort qu'on en oublie en fait que des fois il est rajeuni, etc. Mais c'est vrai que cette histoire de rajeunissement marche un petit peu mieux sur les autres acteurs, notamment Al Pacino, notamment Joe Pesci et tout ça, ça marche vraiment mieux sur eux. Très étrange. Bon, pour ceux qui ont vu The Irishman, qui ont adoré, si vous n'avez pas vu le petit doc de 25 minutes qui est aussi sur Netflix, où il y a une conversation en fait entre Al Pacino, Scorsese, Joe Pesci et De Niro, regardez-le, c'est 25 minutes, ils sont là autour d'une table dans un café et ça discute. Et alors, c'est super impressionnant parce que, outre le fait que, bon, tu bois leurs paroles, t'es passionné par ce qu'ils racontent, ce qui est assez marrant, c'est de voir Al Pacino en mode un petit peu journaliste et qui va questionner la bande des trois, c'est-à-dire Joe Pesci, Robert De Niro et Martin Scorsese, parce que les trois se connaissent, et Al Pacino, même si
ils se connaissent bien sûr dans la vie, mais ils n'avaient jamais tourné avec cette équipe-là. Et donc, c'est marrant de le voir comme si c'était un jeune acteur qui posait plein de questions à ce trio-là, et qui leur demande, bah voilà, comment vous avez fait ça, etc. Et il pose des questions à Scorsese, et comment t'as fait ce plan-là, et comment t'as eu l'idée de ça, et etc., etc. Donc ça, c'est vraiment surréaliste de voir un acteur du calibre d'Al Pacino, qui a quand même, je sais pas, 74, 75 ans, enfin bon, et puis avec la carrière qu'il a, se retransformer en fait en jeune acteur. C'est un acteur et c'est pour ça qu'il est bon aussi, c'est parce que il est totalement intéressé par son métier, il est totalement passionné, il a toujours envie de savoir, même à l'âge qu'il a, même avec le bagage qu'il a, tu sens un homme encore en train de vouloir comprendre comment ça fonctionne le cinéma, quoi. C'est-à-dire en tout cas le cinéma de Scorsese. Et c'est vraiment impressionnant. Si vous n'avez pas vu ce petit doc de 25 minutes, il est sur Netflix, je crois que ça s'appelle The Conversation, et vous allez le trouver, c'est vraiment fabuleux, fabuleux. Regardez ça, c'est un très très bon complément pour The Irishman, pour ceux évidemment qui ont adoré le film. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Irishman, pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas dit ce qu'ils en pensaient sous la vidéo de ma critique, hein. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Voilà pour ce top 5 2019 de l'année. Donc je récapitule: en 5e, Midsommar; en 4e, Bienvenue à Marwen; 3e position, Joker; 2e position, Parasite; et première position, le grand gagnant, c'est The Irishman, même si j'avoue, je serais tenté parfois de mettre Parasite et The Irishman en mode ex-aequo. Mais bon, il faut jouer le jeu du top, c'est comme ça. Celui qui est au-dessus pour moi, c'est The Irishman en première position, meilleur film de l'année pour moi. Et rendez-vous aussi bien sûr aux Oscars, et j'espère qu'il va remporter une tonne de prix. Vraiment, je lui souhaite. Mais à tous les niveaux, hein, film, metteur en scène, acteur, enfin tout ce que tu veux, même si peut-être que De Niro ne sera pas nominé, mais au moins Al Pacino, Jimmy Hoffa, ça c'est une certitude, même Joe Pesci, extraordinaire. Donc voilà, je souhaite que Irishman sorte aussi grand vainqueur, mais j'ai envie aussi que Parasite sorte grand vainqueur, et que Joker sorte grand vainqueur, et ça tombe bien puisque là, ils sont en très très bonne position hein, dans les Oscars, ces trois films. Et honnêtement, hein, c'est ce que j'avais dit, je crois, dans une vidéo ou sur Twitter, je sais plus, mais j'avais dit, peu importe là, pour le coup, le film qui gagnera, de toute façon, je serai content, quel que soit ce film. Mais il faut que ce soit ce film, voilà. Enfin, un des trois films, pour moi. C'est un de ces trois films qui mérite vraiment la statuette du meilleur film, mais ça, c'est évident. Par contre, si c'est autre chose, genre Marriage Story, que j'ai pas vraiment apprécié, là, je serai un petit peu plus en colère. Mais en tout cas, là, sur ces trois films, c'est une évidence. Pour moi, ça doit remporter les Oscars. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires quel est aussi votre top 5. Rendez-vous aussi sur le lien Utip et le lien Tipeee pour soutenir la chaîne. Nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et là, ce sera le flop 5 2019 pour le coup. J'essaierai de ne pas trop tirer sur des ambulances hein, par rapport à ce vlog, bien sûr. Mais il y en aura, bien évidemment. Bon, c'est difficile de faire un flop en mettant des films comme The Irishman. Bon, donc on mettra forcément des films, oui, qui ne sont pas terribles. Mais bon, on verra. Je ne suis pas encore totalement certain de la sélection. Vous verrez ça en fin de semaine sur le flop 5 2019. Ciao!